Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct. Là, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde et puis je vais faire mon petit point sur la situation de notre opération Effet Stressante. Et puis, je corrigerai 2-3 trucs que j'ai dit sur le droit d'auteur. Hein. J'ai pris un petit taquet de la part d'un avocat. On va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est un échec. Hein. Ou ça n'a pas marché, ça dépend. Je vais vous montrer un petit peu l'effet de l'effet stressant qu'on a essayé de susciter. Et puis je vous parlerai un peu du droit d'auteur parce que j'ai eu des compléments d'informations. Donc voilà la gueule des statistiques sur la vidéo en cours. Donc la vidéo originale avait fait le double de vues. Et on peut voir ici que YouTube m'informe que les spectateurs réguliers choisissent de regarder cette vidéo moins souvent que d'habitude, ce qui contribue à diminuer le nombre de vues de 17%. Ce qui est tout à fait normal et je m'attendais même à beaucoup moins bien. Déjà faire autant de vues sur une vidéo d'1h10, c'est énorme, surtout quand elle est republiée. Ouais, republiée dans un laps de temps assez court en plus. Et donc ici, on a un petit peu plus de détails sur la provenance des spectateurs. Donc sans surprise, les trucs genre accueil YouTube. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Ça c'est vidéo à suivre, donc c'est les suggestions. Le flux d'abonnement, forcément, vous avez été moins nombreux, puisque vous l'aviez en grande part déjà vu. Et puis par contre, en externe, ça a un peu mieux marché. On est presque au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a eu beaucoup plus de partages, donc finalement c'est le principal. Hacker l'algorithme en essayant de faire plus de vues et plus de durée de visionnage que la vidéo originale, alors que c'est un repost, finalement c'est assez dur à faire. Et même si je ne doute pas que beaucoup d'entre vous aient joué le jeu, ce qui a sans doute de toute façon aidé, ou en tout cas limité la casse, ça n'arrive pas quand même à supplanter la première version, ce qui est assez normal finalement. Par contre, en externe, il y a eu plus de partage, et donc au moins ça a été l'occasion de faire découvrir la vidéo, puis même la chaîne, à plein de monde, ce qui est finalement le principal. Donc voilà, là c'est ce que je vous disais. Moins de vues provenant des recommandations, parce que le taux de clic des spectateurs réguliers est plus bas. Donc c'est le phénomène en fait auquel je m'attendais. Vu que les spectateurs réguliers, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, en gros, cliquent moins souvent, YouTube se dit tiens c'est de la merde, je vais pas la proposer à tout le monde ou à des gens qui sont en dehors de son audience habituelle. Et donc ça fait encore moins de vues. Mais bon, c'est pas grave, il y aura un épisode 5 qui sera posté. Voilà, c'est une série. Ce sont des choses qui arrivent. Donc essayer de susciter un effet stressant comme ça, finalement, ça ne fonctionne pas très bien. Même si c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Alors, concernant le droit d'auteur, il faut savoir qu'apparemment, j'aurais dit quelques bêtises. J'ai eu un avocat spécialiste du domaine qui m'a contacté pour me mettre un petit taquet derrière la tête et m'expliquer gentiment, finalement, 2-3 petites précisions que je vais m'empresser de vous partager ici avec vous pour tous ceux qui auraient des questions. Moi, je m'étais arrêté en fait parce qu'il y avait eu tout un débat au moment où le Content ID et les trucs comme ça avaient été mis en place. Je m'étais arrêté à l'idée, comme je vous avais dit, qu'il n'y avait pas de droit d'auteur, pas de droit de citation, pardon, pour les contenus audiovisuels comme il existe dans le livre. Ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des exceptions au droit d'auteur dans l'audiovisuel. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre pour faire un petit tuto contestation de droit d'auteur sur YouTube, au cas où ça vous arrive, au cas où vous seriez intéressé, ou même pour votre culture générale. Vous dormirez moins bête ce soir. Donc, les recommandations qu'il m'a fait, c'est déjà, bien entendu, de faire une réclamation auprès de YouTube, de suivre bien toute la procédure, de procéder à toutes les contestations possibles et aux relances possibles, hein, quand on peut en faire plusieurs, et en même temps contacter la direction de l'ayant droit, de la chaîne de télé, de la boîte de production, qu'importe, ils ont un service juridique, pouf, vous prenez le mail, vous lui envoyez directement, et vous allez faire valoir dans ces contestations un certain nombre de choses qui concernent en premier chef mon problème avec France Inter, puisque ce problème de droit d'auteur, cette réclamation, était due à une interview.
Et il se trouve que les interviews ne sont pas protégées par le droit d'auteur, puisque ce sont des contenus banals. Comme il me l'a expliqué, il y a un seul critère pour savoir si un contenu audiovisuel est couvert par le droit d'auteur ou non, c'est le caractère banal de l'œuvre, savoir si l'œuvre est originale ou pas. Et donc, une interview, c'est pas original, il n'y a pas d'auteur désigné. Est-ce que l'auteur, c'est celui qui filme, c'est celui qui interviewe, c'est l'interviewé, c'est celui qui paye le gars qui interviewe, donc la boîte de production ou celui qui est derrière. En fait, on ne sait pas trop. Et donc, tu peux avoir des cas où dans une émission, certains passages sont libres de droit et d'autres passages ne le sont pas. J'ai pris l'exemple avec lui d'une émission de C'est à vous, où j'avais eu un problème de droit d'auteur sur un passage qui concernait une chronique. Et la chronique, c'est un contenu original. C'est-à-dire que le gars, non seulement il l'a écrite, mais en plus il l'interprète. C'est-à-dire qu'il se met à la télé, machin, et puis il fait un peu son sketch. En plus, il y avait des passages, audiovisuels qui étaient insérés dedans, donc il y avait une construction, un montage, bref. Lui, il est auteur de sa chronique, donc lui, il y a des droits d'auteur sur cette partie de l'émission, mais quand dans C'est à vous, ils interviewent des gens, tout d'un coup, on redevient sans droit d'auteur. En gros, on peut citer l'interview dans l'émission sans qu'ils puissent gueuler. Et donc, j'imagine que c'est pareil dans les reportages. Je pensais par exemple à ce reportage que j'avais utilisé dans la vidéo sur EDF, où il y avait ce type qui me pose un générateur à fuel sur le parking de son usine pour économiser son électricité justement. Et donc dans ce reportage, il y a une partie qui est couverte par le droit d'auteur, qui est toute la partie en voix off, etc. Et puis les interviews qui sont dans ce reportage, je pourrais être fondé à dire qu'elles sont libres de droit. Donc c'est un vrai bordel en fait, et YouTube n'est pas du tout adapté à ce genre de distinction, puisque le Content ID, le robot YouTube qui donne les correspondances entre un contenu et un autre protégé par le droit d'auteur, ou en tout cas où il peut y avoir une réclamation, il fait pas du tout de nuances, de distinction ou de trucs. Il dit là, il y a 30 secondes identiques à tel contenu, on vous fait remonter l'info, et c'est tout. Et finalement, après, il y a des ayants droit qui sont plus ou moins dans les clous, sont plus ou moins au courant, peut-être aussi. Et donc, ils font pas cette distinction, et donc France Inter n'était pas du tout fondée à faire cette réclamation, et j'aurais pu contester jusque dans un tribunal, et alors là, c'était gratuit. Hein. Là, t'es sûr de gagner. Alors après, au-delà de l'interview, il a pas su me donner d'exemples. Peut-être qu'il y en a, d'exemples de contenus qu'on peut trouver comme ça dans l'audiovisuel, qui ne seraient pas soumis au droit d'auteur, qui pourraient être considérés comme banals. Les parenthèses éditoriales sont donc soumises au droit d'auteur dans les diffusions. Alors, c'est toujours un peu tendancieux, mais à partir du moment où c'est une chronique, où c'est un truc écrit, le gars pourra dire « je suis auteur de cette chronique », et donc c'est soumis au droit d'auteur. Par contre, si ce même type, après, il discute autour de la table, tu sais, dans une émission type CNews, où les types finalement sont tous interviewés, à moins d'avoir écrit un truc, ils sont dans un contexte d'interview. Et donc dans ce cas-là, tu peux le citer et faire valoir le fait de la banalité de l'œuvre, qui n'est donc pas protégée. Évidemment, après, ça se joue devant un tribunal, et c'est à la chaîne, c'est à l'ayant droit de prouver l'originalité du contenu. Donc en tant que créateur de vidéos, si tu veux contester, tu vas déjà suivre la procédure pour être dans les clous, et après, si vraiment ça passe pas sur YouTube, tu vas devant un tribunal et tu dis c'est une œuvre banale, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus et je peux l'utiliser. Et c'est à l'ayant droit de dire non, il y a eu un travail derrière, c'est un contenu original parce que ceci, cela, etc. Et donc c'est un truc vachement chiant. Il me disait la plupart du temps, de toute façon, ils iront pas jusque-là et ils te font un truc amiable où ils te disent bon, laisse courir, on va retirer notre réclamation, ciao, bonsoir, quoi. Tu vois. Donc il y a ce premier critère, est-ce que c'est original ou pas, est-ce qu'on peut facilement identifier l'auteur, voilà. Après, il y a trois autres points qui peuvent être intéressants. Déjà, il y a l'idée de la courte citation. Bon, bien sûr, il y a le droit à la parodie, c'est-à-dire que vous pouvez présenter votre utilisation d'un contenu tiers comme étant inclus
dans une démarche rigolote de parodie, etc. C'est assez large, mais vu mon travail, il faudrait que je mette mes vidéos dans la catégorie divertissement et que je prétende que c'est une satire de la société ou je sais pas quelle connerie, pour dire non, non, c'est juste pour rire. C'est une forme de parodie de la réalité, voilà. Alors qu'en fait, c'est totalement informatif et factuel, mais ça peut être un peu tiré par les cheveux. Donc sinon, il y a, comme je disais, la courte citation, mais c'est pas reconnu, il n'y a pas de jurisprudence. Ça peut être un angle d'attaque, qui, à mon avis, peut être couplé avec la notion de liberté d'expression. Et là-dessus, il m'a filé un extrait, une jurisprudence qui était intéressante sur le sujet, que je vais vous partager. L'affaire Classen. L'affaire Classen portait sur l'assertion par le peintre allemand Peter Classen de photographies de mode prises par Alix Malka dans plusieurs de ses toiles. Donc j'imagine qu'il ne les a pas repeints, parce que sinon il y a une forme de droit à la parodie qui s'applique. Donc il a dû faire un collage ou je sais pas quoi, en tout cas apparemment il a repris des photos telles quelles, pouf, collées sur ses toiles, bref, il a bricolé. Condamné pour contrefaçon de droit d'auteur en appel, ce peintre qui se revendique du mouvement de la figuration narrative estimait que l'insertion non autorisée de photographies dans ses peintures poursuivait un but critique et relevait de sa liberté créatrice. Donc là, ça m'intéresse. Tu vois, mettre des petits morceaux d'une autre œuvre dans une œuvre et dire c'est de la liberté créatrice, c'est quand même vachement sympa. La Cour de cassation ayant exigé de façon inédite la mise en balance des intérêts du titulaire des droits d'auteur avec la liberté d'expression de l'artiste, la question se posait de savoir si l'invocation de la liberté d'expression par un artiste pourrait dorénavant permettre de faire échec à une demande fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur. Cette décision ayant suscité la crainte d'une remise en cause du droit d'auteur et de son efficacité, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles était attendu pour clarifier la portée pratique de l'arrêt Classen de 2015. Voilà, donc le parcours, c'est que les types ont fait une première instance, une appel, une cassation, et ils font une deuxième appel, qui est finalement ce jugement qu'on va voir. Tout au long de l'affaire, Peter Classen opposait sa liberté de création artistique reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme aux droits d'auteur dont se prévalait Alix Malka sur le fondement des dispositions du Code de propriété intellectuelle. Cette argumentation a logiquement été reprise par Peter Classen devant la Cour d'appel de Versailles. Le peintre demandait ainsi au juge de reconnaître que la restriction apportée à sa liberté d'expression par le droit d'auteur n'apparaissait ni légitime ni proportionnée. A l'inverse, Alix Malka demandait au juge de constater que Peter Classen ne démontrait pas en quoi il lui était absolument nécessaire de reprendre l'intégralité de l'œuvre pour faire passer son prétendu message critique. Donc il faisait également valoir qu'une interprétation large de l'arrêt introduisait la possibilité de paralyser purement et simplement le droit d'auteur. Donc effectivement. Mais là, ce qui est ajouté au droit avec cet arrêt, c'est l'idée de la non-substitution. C'est-à-dire que on peut utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur si on n'a pas d'autre choix pour s'exprimer que de l'utiliser. Ça concerne peut-être pas grand-chose dans le droit audiovisuel, mais ça fait un axe quand même d'attaque, parce que si je veux commenter un extrait d'une émission, qui n'est pas une interview, je peux prétendre qu'il n'y a pas de substitution possible à cet extrait précis d'émission que je veux commenter, précisément parce que c'est celui-là que je veux commenter. Donc il y a une petite astuce au niveau de ça, au niveau de cet arrêt, qui peut être utilisé. Si vous n'avez aucune autre solution possible, pas de substitution possible, vous pouvez prétendre utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur sans payer ni rien du tout, sans que le gars puisse se plaindre. Et donc là, voilà justement comment ça s'était fini. Les juges de la Cour d'appel de Versailles se sont conformés aux exigences de motivation formulées par la Cour de cassation. Ils ont ainsi examiné de manière concrète s'il était absolument nécessaire pour Peter Classen de reproduire sans autorisation les photographies d'Alix Malka, afin de pouvoir exercer sa liberté d'expression artistique. Or, tel n'était pas le cas, dans la mesure où il aurait pu utiliser n'importe quelle photographie publicitaire pour transmettre son message critique. Donc on peut essayer de bricoler en disant si je veux commenter telle émission où il y a eu tel propos, par exemple un documentaire, ça peut être un axe intéressant,
C'est l'axe finalement de la liberté d'expression. Je lui avais posé la question en complément. Donc il me répond, voilà, je lui pose la question si je veux commenter une chronique ou un reportage couvert par le droit d'auteur. Si je fais un commentaire sur l'extrait, même si c'est juste une phrase, est-ce que c'est pas finalement de la participation au débat public, surtout quand c'est des sujets qui sont politiques, liés à l'actu, etc. Il y a une notion de démocratie, bref. Donc ça peut être un angle intéressant. Et il me dit effectivement, ça peut passer sur la courte citation. Et pour revenir à ça, c'est ce qui a permis au zapping de Canal+ d'exister. Il diffusait des extraits de toutes les chaînes de TV sans avoir à demander aucun droit, donc on était typiquement dans un cas de courte citation appliquée au droit audiovisuel. Donc à ma connaissance, il n'y a jamais eu de procédure contre le zapping de Canal, donc pas de consécration jurisprudentielle, mais ça montre qu'en pratique, la courte citation peut servir de fondement. Donc voilà, il y a une espèce de melting pot autour de cette idée de non-substitution du contenu, être obligé de citer précisément un contenu protégé par le droit d'auteur pour être libre de s'exprimer. Une liberté d'expression qui peut aussi être assez fondamentale dans le cadre d'un débat public, la démocratie et tout le tintouin, et donc aussi faire le lien avec la courte citation en disant que finalement, ce qui existe pour les bouquins devrait exister pour tout le reste. Voilà. Voilà en gros où on en est de la notion de droit d'auteur. Et donc, ce qui me permet de vous dire que maintenant ça va chier, et que tous ceux qui me cassent les noyaux pour des revendications à tout va auront donc une récrimination circonstanciée. Je le faisais un petit peu jusque-là, quand j'avais envie, parce que disons que des fois, tu postes une vidéo et tu as une revendication automatique. Donc là, pour pas me faire chier et la poster le plus vite possible, je refais une mise en ligne avec juste le son. Ça, je l'ai fait plusieurs fois pour ceux qui suivent la chaîne. Comme ça, c'est simple, on se fait pas chier, il n'y a pas à attendre 100 000 ans la réponse. Ça peut être très long, hein. Ils ont 30 jours pour répondre. Donc sur une vidéo d'actualité, le mieux, c'est effectivement de se démerder pour la publier le plus vite possible. Mais si il y a comme le cas qui s'est posé ici, une revendication 2 jours plus tard qui te nique complètement la diffusion de la vidéo, ça part direct en contestation avec bazar circonstancié. Et puis, s'ils contestent, bah, une petite procédure, tout simplement. Alors tu commences par un mail, par un mail, t'es poli, tu contactes le service juridique, tu dis je vais vous défoncer, et après tu contactes un avocat. Donc maintenant j'ai un nom, et tu lances la procédure, donc c'est 250 balles pour l'assignation, faut compter à peu près 1000 euros d'avocat, voilà, 1 an à 1 an et demi de procédure, et puis au maximum ça peut te coûter 3000 euros même si tu perds, parce que tu as le risque, l'article 700, tu as le risque de devoir payer les frais d'avocat de l'ayant droit si ta contestation, si ta plainte est rejetée. En revanche, si ta plainte est justifiée et que ça passe, là tu payes carrément pas les frais d'avocat, c'est la partie adverse qui va payer, en général. Et puis tu peux peut-être demander une petite compensation, mais alors là, c'est peut-être plus pour le principe de l'atteinte à la liberté d'expression, qui peut être un angle, que sur le dommage financier terrible, parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de dommages financiers, donc il n'y a pas beaucoup de réclamations à faire de ce côté-là. Donc voilà en gros où on en est. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse mes vidéos en... Maintenant, tu vois, parce que quand j'écris mes vidéos, j'essaye de les faire précises, concises, amusantes, intéressantes. Et ben maintenant, il va falloir que je fasse en sorte d'anticiper les réclamations sur le droit d'auteur. Et j'avais voulu prendre l'exemple ici de ce petit extrait. Tu vois, par exemple, là, c'est un type qui a écrit une chronique sur le gaspillage d'argent public, grosso merdo, à propos des mesures de soutien de l'État pour la crise énergétique. Donc tout le bazar de chèque essence, chèque énergie, aide pour les entreprises, bouclier tarifaire et tout le tintouin. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un extrait, une chronique. Le type a écrit, c'est pas vraiment une interview, c'est pas forcément un contenu banal, c'est un contenu original. Et le simple fait de le citer ne suffirait pas. Et donc je me suis dit, prendre l'habitude de rajouter une petite phrase, tu vois, par exemple, en fait, là, il a fait une faute.
Ici, c'est faux. Le chiffre est pas bon. Au début de l'année, vous vous souvenez, le gouvernement, il a plafonné le prix de l'énergie, de l'électricité pour être plus précis, à 4%. Et c'était le sujet de la vidéo sur EDF. Et donc, il donne juste le chiffre de 8 milliards. Et ces 8 milliards, c'est juste les exonérations d'impôts sur les factures d'électricité, les TICPE ou je sais pas quoi, ils avaient réduit. Et ça coûtait 8 milliards. Et il y a 8 autres milliards qui ont été payés par EDF. Le fameux truc de la reine, où EDF a été forcé de racheter son courant à 300 ou 400 euros le mégawattheure pour le revendre à 40 euros, enfin 46, à ces sacs à merde de fournisseurs alternatifs. Et ça coûte 8 milliards, mais ça pèse sur EDF. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas compté. Parce que là, il s'intéressait aux dépenses de l'État. Mais bon, l'État, c'est EDF aussi hein, maintenant, surtout que ça a été nationalisé. Donc, et c'est nous qui payons, en fait. Hein, y a pas... ça a foutu la boîte en faillite et l'État a dit non, mais vous en faites pas, je paye. Donc il y a une reconnaissance de dette de l'État qui vient solvabiliser le trou chez EDF. Donc c'est 16 milliards et pas 8. Et je me dis, le simple fait de contester et de dire au fait, dans le truc que vous venez de voir, c'est pas 8, c'est 16, là, tu fais juste une phrase, participation au débat public, liberté d'expression, droit, je sais pas quoi, à la correction, à la pédagogie ou j'en sais rien. Est-ce que ça passe devant un juge? Peut-être. Est-ce que BFM a envie d'aller vérifier? Peut-être pas. Donc j'ai de plus en plus m'amusé à faire mes vidéos en rajoutant un petit quelque chose critique sur l'extrait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah ouais. Ouais, rajouter un petit truc critique sur l'extrait visionné, et puis comme ça, je me dis, ben, j'ai le petit bonus liberté d'expression, droit de citation, enfin oui, courte citation, notion de non-substitution. Malheureusement, je suis obligé de montrer cet extrait pour le critiquer, sinon ça marche pas, etc. Et donc voilà l'idée, en fait, aujourd'hui du droit d'auteur. Donc soit vous êtes dans un contenu banal, typiquement une interview, soit vous bricolez autour du droit de citation, du droit à la parodie, aussi droit à la parodie, et puis liberté d'expression, voilà, en gros. Et puis il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un avocat. On profite de notre ignorance et de notre manque de temps, de notre manque d'envie de se faire chier avec ça, manque de connaissances sur les droits. Et c'est pour ça que l'avocat m'avait engueulé un petit peu, parce que bah, lui, forcément, c'est son boulot, et il voit des gens qui se font entuber et qui défendent pas forcément leurs droits, alors que ils ont le droit. J'avais le droit de montrer cet extrait de France Inter. C'est une interview de Bruno Le Maire, et voilà. S'il y a des vidéastes qui veulent contacter un avocat, il m'a pas autorisé à donner ses coordonnées directement, mais je peux vous les donner par mail. Et puis voilà, hein, en gros, où on en est. Eh bien, puisque j'avais le droit, on va en profiter pour faire un cas pratique. Donc je vais aller contester la réclamation qui m'avait été faite par France Inter sur la première vidéo. Donc c'est très simple, hein, vous cliquez sur afficher les détails, vous tombez sur le panneau d'information sur les droits d'auteur, et puis là donc on a la revendication. Extrait Bruno Le Maire, je souhaite que la réforme des retraites entre en vigueur à l'été 2023. Oui, comme tout le monde, bien sûr. Donc vous cliquez sur les 3 petits points qui sont là, vous cliquez sur contester, bon c'est un peu bouffé mais c'est pas grave. Voilà, donc éligibilité. Déjà ils ont changé le panneau, parce que ça c'était pas comme ça la dernière fois que j'avais fait une contestation, c'est peut-être il y a un petit peu longtemps. Comme je vous disais, en général je préfère m'arranger pour supprimer la contestation, enfin la revendication, plutôt que de passer par une procédure, devoir attendre, on ne sait pas si la vidéo sera supprimée au bout d'une semaine ou pas, enfin bref, c'est chiant. Donc en général, je préfère virer le passage incriminé, m'arranger, plutôt que de passer par ce genre de truc. Mais maintenant que je suis bien sûr de mes droits, on va les faire valoir. Donc premier panneau, éligibilité. Souvenez-vous que les raisons suivantes ne justifient pas la contestation, blablabla. Donc posséder un titre ou une copie, ne pas générer de revenus, ou bien citer le titulaire des droits. Effectivement, ça ne justifie pas la contestation d'une revendication. Donc ma contestation n'est fondée sur aucune de ces raisons. Je continue. Motif. Donc on peut prétendre être le créateur original, disposer d'une licence, avoir une exception à la protection des droits d'auteur, ou bien être dans le domaine public. Le contenu revendiqué dans la vidéo est du domaine public, blablabla. Donc nous, on est plutôt dans le domaine de l'exception à la protection des droits d'auteur. C'est pas vraiment du domaine public. Et voilà le changement fondamental qui a été fait. Donc maintenant, on a 2 options pour contester.
On peut faire une contestation simple comme elle était avant. Donc on conteste tout simplement, et le type a 30 jours pour répondre. Le demandeur peut lever ou rétablir la revendication. S'il ne prend aucune mesure au bout de 30 jours, la revendication est levée. Quoi qu'il arrive, la vidéo sera à nouveau visible après 48 heures. Pas besoin d'indiquer les coordonnées. Si la revendication est rétablie, vous pouvez faire appel. Et donc appel, c'est le deuxième panneau qui est ici. Et on peut faire appel directement. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la procédure permet une remise en ligne plus rapide. Et c'est plus court. Donc dans ce cas, le demandeur dispose de seulement 7 jours pour examiner la demande. Et les conséquences sont un petit peu plus risquées pour le vidéaste, parce que cette fois, le demandeur peut lever sa revendication ou bien demander à YouTube de supprimer votre vidéo. Donc si je comprends bien, s'il maintient ses revendications, votre vidéo dégage complètement. S'il ne prend aucune mesure au bout de 7 jours, la revendication est levée, donc ça c'est plutôt positif. Votre vidéo deviendra visible immédiatement. Ça aussi c'est à l'avantage du créateur, surtout quand on veut traiter l'actualité, histoire de ne pas attendre déjà les 48 heures ici, et puis ce délai de 30 jours où on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, quoi. Vous devez indiquer vos coordonnées, et puis si YouTube reçoit une demande de retrait valide concernant votre vidéo, vous recevrez un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Donc ça c'est les fameux strikes, et au bout de 3 revendications, enfin de 3 problèmes, 3 strikes, c'est votre chaîne qui est entièrement supprimée. Il y en a qui arrivent à la récupérer malgré tout, mais c'est quand même un peu galère. Donc on va faire une contestation simple pour commencer. Exigence, alors là c'est un peu la tartine, blabla, attention, vous ne comprenez pas vos droits, vous n'êtes pas au courant, vous avez des idées reçues, blabla. Donc on confirme, je pense que ma vidéo est protégée conformément à l'usage loyal, à l'utilisation équitable ou à des exceptions aux droits d'auteur similaires. Et c'est là que vous êtes invité à entrer votre justification. Sélection de la raison. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Vidéo promotionnelle, remix, vidéo éducative, divertissement, séquence, blabla, commentaires. On va mettre bulletin d'information. Et puis alors j'ai préparé mon petit texte circonstancié. Voilà, le droit d'auteur ne s'applique qu'aux œuvres originales. L'extrait revendiqué est une interview qui est un contenu banal, non couvert par le droit d'auteur. La jurisprudence est très claire à ce sujet et me permettrait de faire valoir mes droits devant un tribunal. De plus, il s'agit d'une interview d'un ministre qui s'exprime sur la politique du pays. M'empêcher de la diffuser, notamment dans un cadre critique et pédagogique, constitue une atteinte à la liberté d'expression et à la libre participation au débat démocratique. Un principe de non-substitution possible de l'œuvre s'applique. Il pourrait s'appliquer. Pour citer les propos du ministre, je suis bien obligé de citer l'émission où il s'exprime sans substitution possible. Dans ce cadre, la liberté d'expression prime sur les droits d'auteur. Je vous remercie de lever cette revendication abusive dans les plus brefs délais. En cas de refus, je me verrai dans l'obligation de faire appel de la décision, puis de donner toutes les suites juridiques nécessaires pour défendre ma liberté d'expression et d'information. Bonne journée, parce qu'on est quand même poli. Ma vidéo n'enfreint aucun droit, donc là encore il t'invite à cocher s'il y a une forme de terrorisme intellectuel pour tous ceux qui ne seraient pas sûrs à 100%. Je comprends que le demandeur sera en mesure d'examiner la vidéo et la justification. Je suis conscient que l'envoi de contestations frauduleuses peut entraîner la clôture de mon compte YouTube. Il s'emmerde pas. Et donc petite signature avec nom et prénom. Et on envoie. Contestation envoyée. YouTube n'examine pas les contestations de revendication. Le demandeur dispose désormais de 30 jours pour examiner votre contestation. Donc le type est jugé parti. S'il n'y donne pas suite dans le délai imparti, blablabla, la décision vous sera communiquée par mail. Bien. Donc les choses sont ainsi faites. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc déjà, la vidéo originale va revenir en ligne dans les 48 heures. Quoi qu'il en soit, puisque de toute façon, dans le pire des cas, je ferai appel, et elle reviendra en ligne immédiatement. Donc on va se retrouver avec 2 vidéos. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que je vais laisser la copie en ligne, mais en non répertorié. Comme ça, tous les liens que vous avez partagés resteront valides et enverront bien vers une vidéo. Ce sera plus simple. Par contre, elle sera en non répertoriée, donc elle apparaîtra plus dans les vidéos, l'onglet vidéo de la chaîne, et elle sera plus mise en avant sur YouTube. Après tout, c'est pas grave, puisque la première partie, enfin la première vidéo, reviendra en ligne.
et c'est celle-ci qui sera diffusée. Donc maintenant, on va voir quelle sera la réponse. Normalement, ça va être débloqué assez vite. Si c'est pas le cas, on enverra une petite lettre. Voilà, ça fera une expérience. Allez, puisque je vous tiens, on va faire un point boutique. Et il y a notre ami Nicolas qui a fabriqué du nougat avec son miel et en partenariat avec un pâtissier du coin qui sélectionne les amandes et les noisettes. Il va directement chez le producteur en Provence, si je ne me trompe pas. Voilà, amandes de Provence, noisettes du Lot-et-Garonne. Donc là, il va les chercher directement chez le producteur. Les pistaches viennent d'Iran, donc là, il fait pas le voyage par contre. Donc c'est du vrai nougat, selon la vraie recette du nougat de Montélimar. Forcément, il n'est pas fabriqué à Montélimar. Mais voilà, pour les amateurs de nougat, sachez qu'on en a pour Noël. Ça va partir assez vite, hein, on commence à me l'acheter au kilo. Alors jetez-vous sur le nougat artisanal de Nicolas Chapuis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera l'épisode 5, puisque je pense que maintenant l'arc narratif des droits d'auteur est terminé. Donc ça va être l'épisode 5 de la série sur le suicide économique de l'Union européenne. À bientôt.